Aujourd'hui, elle date d'il y a un peu moins d'une demi-heure. C'est la victoire de Yannick Jadot à la primaire Europe Écologie Les Verts, 51,03%. On va analyser ce score, un score serré qui donne aussi du poids politique à Sandrine Rousseau. On va également vous dévoiler les résultats du baromètre politique de notre partenaire Odoxa avec des surprises concernant la popularité du président de la République, mais aussi concernant Éric Zemmour, en tête des personnalités politiques les plus rejetées. Le prix du gaz va augmenter de plus de 12% dès la semaine prochaine. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Ce sera le thème des électeurs ont la parole. Vous pouvez réagir avec le mot dièse, le hashtag Sens Public. On parlera donc précarité énergétique tout à l'heure. Et puis pour notre débat décalé, on va décortiquer une promesse de campagne, la nationalisation des autoroutes. Idée neuve ou idée courte, idée partagée en tout cas. Marine Le Pen et Arnaud Montebourg en ont fait une proposition de leur campagne. On commence tout de suite par la fin du suspense chez les Verts. Ils ont donc choisi leur champion. Ce ne sera pas une championne pour 2022 et c'est Julien Bayou, le secrétaire national, qui l'a annoncé tout à l'heure. On a donc une participation extrêmement importante de 85,41%. C'est 104 772 personnes qui ont participé à ce second tour. On a 2464 votes blancs, soit 2,35% des votants. Et pour simplifier, je vais vous donner les résultats des deux finalistes. Yannick Jadot, avec 51,03%, fait 52 210 voix. Et Sandrine Rousseau, avec 48,97%, fait 50 098 voix. Notre candidat pour la présidentielle, le candidat de l'ensemble des écologistes, c'est donc Yannick Jadot. Et on va tout de suite commenter ce résultat avec mes invités. Bonsoir Gaël Slimane. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président d'Odoxa. Vous publiez votre baromètre politique mensuel et vous serez présent sur ce plateau parce que Public Sénat est partenaire de ce baromètre. Voilà, on est d'accord. Et vous viendrez chaque mois en analyser les résultats. Et là, on va commencer évidemment par l'actualité Europe Écologie Les Verts. J'accueille également Julia Mouzon. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'Élu Local, élu UES, élulocal.fr, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pierre Jacquemin, bonsoir à vous. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regard. J'ai ici le dernier numéro, l'ère du bruit. Effectivement, cette campagne promet d'être bruyante. On va essayer ici de l'analyser d'une façon un peu apaisée, même si, évidemment, toutes les opinions peuvent s'exprimer. J'accueille également Laetitia Krupa. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique, présente sur le plateau de Sens Public tous les mardis et tous les jeudis. C'est donc Yannick Jadot qui va porter le drapeau des Verts pour cette présidentielle. 51,03% pour l'eurodéputé, l'ancien directeur des campagnes de Greenpeace. Gaël Slimane, à chaud là, comment vous analysez ce résultat ? Ouf pour lui, ouf pour les écologistes, parce que c'est très serré, que c'est celui qui était perçu par les Français et les électeurs écologistes comme le meilleur candidat pour porter leur couleur. Alors, par ailleurs, dans les intentions de vote, c'est celui aussi qui réalisait le meilleur score pour Europe Écologie Les Verts. Et c'était pas gagné. Quand on regardait le résultat du premier tour de cette primaire, eh bien, on peut dire que les 22% d'électeurs qui avaient voté pour Delphine Batho ou pour Éric Piolle, personne ne savait rien. C'était le brouillard complet, mais on aurait pu imaginer qu'ils auraient eu davantage tendance à se reporter sur Sandrine Rousseau que sur Yannick Jadot. J'ajoute que dans notre baromètre politique, on voit des écarts considérable de popularité, de code d'adhésion entre lui et Sandrine Rousseau, mais elle avait un immense atout relevé par Dentsu Consulting, le partenaire avec lequel nous réalisons ensemble le baromètre politique, sur les réseaux sociaux, sur Internet depuis ces dernières semaines, souvent pour en dire du mal, mais en tout cas, elle a fait le buzz. C'était elle donnait une visibilité. Elle donnait le tempo. Elle a écrasé tout le monde en termes de visibilité, le plus souvent pour critiquer ses positions. Mais enfin, vous connaissez l'adage, hein, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal. L'essentiel est que vous parliez de moi. Pour elle, ça s'est vérifié, ça lui a permis de réaliser quand même un très bon score, et au premier tour et au second tour. Oui, on parlera évidemment de la personnalité et de l'avenir de Sandrine Rousseau. Je voudrais vous entendre l'une et l'autre sur ce ouf prononcé par Gaël Slimane, qui
forcément vous fait réagir, Julia Mouzon. Ouais, en fait, il y a deux choses pour moi qui se détachent de ce résultat. Le premier, c'est que l'enjeu de ce trimestre politique, c'est l'union. C'est vrai pour les autres partis politiques et c'est vrai en particulier pour Europe Écologie Les Verts, chez qui on a vu au premier tour des résultats très divisés, avec des candidats qui obtenaient tous plus de 20%, et sur lequel le deuxième tour est très serré entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Donc on sent bien que derrière l'union et derrière le gagnant, le parti va devoir opérer un rassemblement sur des fractures idéologiques qui ne sont pas évidentes, entre la décroissance et la croissance verte, entre la radicalité et l'écologie de gouvernement. Il y a maintenant un vrai travail à faire en interne au sein d'Europe Écologie Les Verts sur ce rassemblement. Plus ça, un écart serré, ce qui va rendre compliqué. Absolument, le rassemblement. Et le deuxième point, c'est que Sandrine Rousseau est une femme, Yannick Jadot est un homme, donc évidemment, on regarde de toutes parts si une femme va émerger pour cette présidentielle. Marine Le Pen. Alors voilà, en dehors de Marine Le Pen qui a déjà émergé. Si on est à sa troisième campagne. Voilà, mais c'est intéressant de voir à la fois cette popularité renforcée sur les réseaux sociaux et en même temps, comme vos collègues de Quotidien l'ont pointé il y a quelques jours, on a une moindre présence des femmes présidentiables dans les espaces médiatiques les plus visibles et les plus vus dans les matinales. En fait, les hommes étant plus présents dans les matinales, elles sont moins bien exposées que les hommes dans l'espace médiatique et ça peut expliquer ces décrochages sur des questions plus impalpables de légitimité où on se dit est-ce qu'elle a la carrure, est-ce qu'elle a les épaules et où cette absence ou ce recul des endroits les plus prestigieux se fait remarquer. On pourra en reparler tout à l'heure sur le duel, enfin d'ailleurs ça va un peu plus loin qu'un duel, mais entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Pierre Jacquemin, votre analyse de ce résultat, là aussi à chaud, hein, on a eu l'info 20-25 minutes avant de prendre l'antenne. Je crois que c'est le pire que ce qui pouvait arriver aux écologistes. C'est un score extrêmement serré. Yannick Jadot était parti grand favori. Ça peut être d'ailleurs la surprise de cette élection, puisqu'on avait dit que les surprises, c'était justement l'inverse de ce qui était attendu. Et Jadot était quand même celui qui devait être presque d'ailleurs, pensait-il, élu au premier tour avec un score très net. Là, ça n'est pas le cas. Donc je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour les écologistes. D'abord parce qu'ils montrent qu'ils sont divisés sur deux lignes de fracture qui ne sont pas des petites lignes de fracture, vous l'avez dit. Je pense qu'ils vont avoir un travail de reconsolidation, en tout cas de rassemblement qui va être très important. Mais c'est l'autre mauvaise nouvelle depuis un moment. C'est vrai, mais c'est pas une découverte liée à la campagne. Sans doute, sauf que là, elles ont été d'autant plus exacerbées qu'il y a eu une vraie belle primaire, je trouve, avec des débats qui ont été très intéressants, où on a vu justement les différences qui ne sont pas, je ne crois pas que ce soit des petites différences. Hein. Quand Delphine Batho parle de décroissance et que Yannick Jadot parle de croissance verte, on sent déjà qu'effectivement, ce que reprochent les écologistes d'une manière générale de la politique telle qu'elle est appliquée au gouvernement, c'est la politique des petits pas. Et ce qui est reproché à M. Jadot, c'est justement cette volonté d'avancer petit à petit, de ne pas créer des véritables ruptures. Donc je pense que c'est en cela que c'est une mauvaise nouvelle pour les écologistes, parce qu'ils doivent se rassembler. Et puis c'est aussi la mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo, parce que c'est embouteillage avec la candidature de Yannick Jadot de la social-démocratie dite verte, et puis deux candidatures qui se ressemblent, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, et peut-être du coup effectivement un boulevard donné à Jean-Luc Mélenchon, qui sans doute va passer un coup de fil à Sandrine Rousseau, qui pèse du coup électoralement, qui sort renforcé de cette campagne électorale, qui est une belle campagne électorale. Alors on va l'écouter justement, Sandrine Rousseau, c'était il y a un instant, soutien affiché à Yannick Jadot, mais elle se projette aussi vers l'avenir. Nous avons montré dans cette primaire que nous pouvons changer la politique. Nous avons porté une nouvelle voix dans cette campagne, une nouvelle manière d'incarner l'engagement. Nous n'attendrons pas un quinquennat de plus. Ensemble, avec tous les écologistes, nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure. Laetitia, c'est loin d'être la fin de l'histoire, effectivement, c'est peut-être même le début pour Sandrine Rousseau. Pourquoi elle s'est démarquée ? Elle s'est démarquée parce qu'elle colle complètement à l'époque. Et elle a su maîtriser de bout en bout son storytelling avec son histoire personnelle, puisqu'elle a expliqué pourquoi elle était revenue en politique après l'affaire Baupin, le député européen qu'elle a accusé d'agression sexuelle et qui a été classé parce qu'il y avait prescription. Elle s'était retirée de la politique et elle a dit quand Emmanuel Macron a nommé Gérald Darmanin à l'intérieur, qui lui-même était accusé d'agression sexuelle et de viol, je n'ai pas plusieurs non-lieux depuis. Voilà, je n'ai pas pu rester chez moi à isoler et j'ai voulu
revenir dans le combat politique. Ça, c'est un storytelling qui est très fort parce que il y avait eu évidemment toute l'ère MeToo. On était dans ce climat d'un retour, d'un néo-féminisme. Et justement, elle revient avec un concept qui existe depuis les années 70, mais qu'elle a remis au goût du jour et qui colle encore une fois totalement à notre ère, qui est l'écoféminisme. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre l'écologie et le féminisme. Et donc, ça part du principe qu'il y a une prédation, c'est un mot qu'elle répète souvent, une prédation soit des hommes sur les femmes ou des humains sur la nature. Donc, elle arrive avec un storytelling qui est très très fort et des concepts et un message que tout le monde peut comprendre et qui sont relativement novateurs en fait dans le monde politique. Et il y a aussi la radicalité, elle en a fait une sorte de marque de fabrique. Oui, elle le répète aussi toujours. Et remarquez, dans une interview, vous parliez, madame, de radicalité versus la modération. Écologie de gouvernement. Oui, mais finalement, Yannick Jadot lui-même a dit, c'était sur France Inter, mais moi aussi je suis un radical, moi aussi j'ai arraché des OGM, vous voyez. Donc chacun se réclamait d'une action un peu radicale pour montrer que ça va. Les muscles, c'était pas Sandrine Rousseau, lui aussi en avait, comme on dit en politique, on sait que ça compte, en coulisses évidemment, je le dis sur le plateau, mais c'est vraiment des termes qui reviennent souvent dans le combat politique, et donc forcément elle amène sa radicalité, et forcément elle va peser aussi dans la candidature Jadot qui va devoir se positionner de cette façon-là. Julien Mouzon, vous diriez que l'écoféminisme a trouvé là son incarnation? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, je pense qu'on peut aller jusque-là. Alors, dans un parti politique qui porte aussi l'écoféminisme de façon très forte, comme on l'a vu, et de façon différente de la société française. Les adhérents d'Europe Écologie Les Verts ne votent pas de la même façon que la société française, et les résultats auraient sans doute été différents si ça avait été un second tour, par exemple, d'élection présidentielle. Mais oui, absolument, à la fois sur la partie féminisme et sur la partie écologie. On peut d'ailleurs, Gaël Slimane, reprendre le baromètre Odoxa de ce mois de septembre, justement sur ce comparatif Jadot-Rousseau, le sentiment d'adhésion chez les sympathisants de gauche. On avait un 45% pour Yannick Jadot en forte hausse et une Sandrine Rousseau à 31%. Et puis sur l'ensemble des Français, Yannick Jadot à 19%, plus 4%, et Sandrine Rousseau à 12%. Et en hausse par rapport à avant. Oui. Mais surtout, on avait déjà testé, ça nous avait été reproché, figurez-vous, par une partie des écologistes. Au moment du premier tour, dans un précédent sondage, on avait fait une chose qu'on fait quasiment à chaque élection ou à chaque primaire. On avait demandé aux Français, et parmi eux aux sympathisants de l'ensemble des partis de gauche, et parmi eux on avait regardé quand même en disant attention, il y a des grosses marges d'erreur statistiques, on est sur des petits échantillons, ce que pensaient les sympathisants écologistes, et on leur avait dit, parmi les différents candidats, lequel vous préféreriez, en disant bien, c'est pas une intention de vote, c'est pas les militants écologistes qu'on a interrogés, c'est pas les électeurs de cette primaire écologiste. Et le résultat était évidemment, je dis évidemment parce que vous pouviez vous y attendre, comme vous le suggériez, très favorable à Yannick Jadot, mais déjà peut-être un peu moins que ce que j'aurais imaginé. Il ne dépassait pas les 50% auprès des Français. Il avait une vingtaine de points d'avance sur Sandrine Rousseau et Delphine Batho auprès des sympathisants de gauche dans leur ensemble. Et idem auprès des sympathisants et électeurs d'Europe Écologie Les Verts et écologistes en général. Donc on a systématiquement, vous l'évoquiez je crois madame, un écart important entre ce que choisissent les adhérents, les militants, l'écosystème, le noyau dur écologiste et l'électorat écologiste à une élection présidentielle, et plus encore les Français. On l'avait vécu avec Nicolas Hulot et Eva Joly, et je l'avais vécu alors que j'étais tout jeune sondeur, il y a une vingtaine d'années, puisque dans le cadre de notre travail, à l'époque j'étais à BVA, on avait un rendez-vous avec Noël Mamère, qui était prévu avant le vote de ce qu'on appellera la primaire, enfin les adhérents écologistes, et c'était lui le grand favori, on imaginait, il était beaucoup plus connu que les autres. Et finalement, il a été battu par Alain Lipietz à l'époque. Oui. Mais alors justement, et ça, c'est quasiment systématique. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il a gagné. Oui, mais justement, c'est une première quasiment, et de très peu. Et est-ce que Pierre Jacquemin, c'est pas un signe de maturité politique d'Europe Écologie Les Verts, finalement, d'avoir quand même choisi le favori, celui qui peut peut-être faire une percée dans l'opinion en dehors du parti lui-même?
Peut-être, on reste quand même dans des niveaux, en tout cas tels que les sondeurs testent le candidat Yannick Jadot, dans des proportions qui sont quand même relativement faibles. Vous évoquiez tout à l'heure les sondages qui avaient été faits sur Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Certes, Sandrine Rousseau démarrait à 2-3%, quand Yannick Jadot tourne autour de 5, 6, parfois 7%. Sandrine Rousseau, on la connaît véritablement, enfin les Français la connaissent véritablement depuis 15 jours, allez, peut-être un mois, on va dire. Donc c'est à prendre en considération. C'est vrai que Sandrine Rousseau était en dynamique. C'est ce qui risque d'ailleurs d'être compliqué pour Yannick Jadot, c'est-à-dire d'impulser une nouvelle dynamique qui était plutôt du côté de Sandrine Rousseau. Donc je crois que là, il y a un enjeu absolument colossal pour les écologistes. Et puis, comme vous le disiez, certes, peut-être qu'ils sont arrivés à maturité, mais peut-être aussi qu'ils sont capables de retrouver et de renouer avec les travers du passé. On ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que Sandrine Rousseau peut considérer que son candidat, ça n'est pas naturellement Yannick Jadot, selon la campagne qui sera faite. Vous anticipez la paix du pied de Jean-Luc Mélenchon et peut-être une tentation. On a vu par le passé des candidats qui ont été remplacés par d'autres chez les écologistes. On a vu récemment beaucoup d'écologistes qui étaient engagés dans des primaires rejoindre le camp Macron plutôt que de rejoindre le camp qui était celui des écologistes, qui était Benoît Hamon. Donc tout est possible chez les écologistes. Tout est possible. Tout est encore possible. Julia Mouzon, ça profite à qui ce résultat? D'abord à Jean-Luc Mélenchon, effectivement, vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec cette idée. C'est vrai que Sandrine Rousseau est une femme et incarne des valeurs qui sont plus radicales que celles de Yannick Jadot, qui va nécessairement aller davantage sur les plates-bandes, si on peut dire, de Anne Hidalgo, et à l'inverse laisser un espace à gauche à Jean-Luc Mélenchon. Ça on va pouvoir le vérifier dans les prochains jours. Moi, je pense, quand je disais ouf tout à l'heure, je ne prends pas position politiquement, moi, évidemment, de par mes fonctions. C'était ouf pour les écologistes parce qu'il y a un résultat. Parce qu'a priori, on a l'impression que Sandrine Rousseau reconnaît sa défaite. Elle n'a pas nommé dans ce que j'ai entendu, ça vient d'arriver, mais j'ai pas entendu qu'elle nommait, je soutiendrai Yannick Jadot. Mais on a l'impression. Or, c'est quand même. On a vu des politiques dans d'autres partis réagir de manière moins fair-play. Donc, ouf pour tout ça. Et ouf quand même, parce que le positionnement de niche sur lequel est Sandrine Rousseau, on peut pas faire. J'ai pas de boule de cristal, on peut pas pronostiquer, ni même à partir des intentions de vote actuelles. Mais rend quand même plus compliqué la possibilité d'agréger un grand nombre d'électeurs. Yannick Jadot peut très bien rester à 5-7%, peut tomber à 2%, tout peut arriver. Mais ce qu'il incarne politiquement, si ça marche, si ça prend, avec la baisse d'Anne Hidalgo dans les sondages, peut permettre de faire un meilleur score que celui dont il est crédité aujourd'hui. Pourquoi pas un retrait d'Anne Hidalgo d'ailleurs au profit de si on cherche celui ou celle à qui cette élection nuit, c'est Anne Hidalgo. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison, comme tout est possible, et encore plus, à mon avis, pour cette élection nouvelle en 2022, présidentielle, pourquoi pas Anne Hidalgo, si elle chute vraiment dans les sondages, parce qu'on sait aussi que ce sera beaucoup une élection faite avec les sondages, avec l'opinion. Donc pourquoi pas un ralliement de dernière minute à Yannick Jadot s'il, lui, réussit à monter et s'il a le soutien de Sandrine Rousseau. Je vais vous donner juste un petit indice. Si normalement le scénario tient, parce qu'on sait que la mise en scène politique est fondamentale dans ce genre de moment, de séquence, ils devraient arriver ensemble ce soir devant les militants et prendre la parole juste avant le 20h de Yannick Jadot. Donc il se présente avec Sandrine Rousseau, cheville ouvrière de sa victoire. Donc il reconnaît aussi la part de Sandrine Rousseau dans le combat qu'ils ont à mener. Et bien sûr qu'il lui donnera, enfin en tout cas, moi je ne suis pas sa conseillère, mais enfin il lui donnera évidemment un rôle prépondérant. Oui, on peut même dire que Sandrine Rousseau était une sorte de vitrine d'idées qui monte à gauche et que Yannick Jadot, Julia Mouzon, va devoir en tenir compte. Oui, absolument. D'ailleurs, il est présent depuis beaucoup plus longtemps qu'elle dans l'espace politique. Enfin, vous parliez des résultats de 2008. J'ai parlé de 2008 et puis de 2002 avec Mamère Lipiès. En fait, il y a eu 2011. En 2011, Eva Joly a gagné alors qu'on attendait Nicolas Hulot. En 2016, avant 2017, Jadot a gagné alors qu'on attendait Cécile Duflot qui était plus populaire. Donc c'est vrai qu'on est à rebours des résultats classiques. Et Mamère Lipiès en 2002. Ouais, et que Sandrine Rousseau, du coup, amène dans cette historique politique un regard frais, un storytelling, effectivement, une histoire, une incarnation, un engagement, une authenticité aussi, puisqu'on l'a vu vraiment très honnête et très authentique sur les plateaux télé. Donc une authenticité, une honnêteté qui donne un vrai vent de fraîcheur à la suite de cette campagne qui écologiste. Sont contemporains et qui sont dans la société. Quand Absolument. elle parle de sorcière, tout le monde l'a raillée quand elle parle de sorcière. C'est une figure extrêmement populaire chez les nouvelles féministes. Dans les marches pour le climat du vendredi, il y avait beaucoup de pancartes
qui faisait appel à cette figure de la sorcière. Oui. Donc pour les jeunes, si vous voulez, qui défilent pour le climat, c'est-à-dire peut-être un réservoir de votants. C'est les futurs électeurs, c'est tout l'enjeu. Un dernier mot sur j'en dirai un dernier aussi. Oui, mais après je dis plus rien. Le reste du baromètre est très intéressant. En tout cas, ce sujet, il est porté de façon beaucoup plus large que Sandrine Rousseau, puisque Sorcière, c'est le titre d'un livre de Mona Chollet qui a très bien fonctionné. Un mot de conclusion sur les Verts pour Pierre Jacquemin et ensuite. Elle sera véritablement un atout pour Yannick Jadot de mobilisation de la jeunesse et des femmes, j'en suis absolument convaincu. Alors moi, je veux juste mettre un tout petit bémol parce que dans notre baromètre politique, vous avez évoqué 12% de cote d'adhésion. Elle clive, on peut le dire, on parlera d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, on en parle beaucoup, il clive énormément. Mais Éric Zemmour, il y a 3 fois plus de gens qui le détestent que de gens qui l'apprécient. Sandrine Rousseau, c'est presque 4 fois plus. Vous avez 41% des gens... Elle n'a pas gagné, non, mais, maintenant... Non, mais je dis ça, c'est important de l'avoir en tête. 41% de cote de rejet, c'est extrêmement violent, contre 12% d'adhésion. Donc je disais ça par rapport à votre idée, est-ce que ça va être un atout? Est-ce que Yannick Jadot doit l'utiliser? À mon avis, tactiquement, il a intérêt évidemment à venir main dans la main avec elle ce soir, à montrer qu'ils sont alliés, que voilà, tout le courant passe bien entre eux, si j'ose dire. Mais attention, parce qu'elle peut aussi être un repoussoir pour un candidat qui veut élargir sa base. Alors nous, on va élargir l'analyse de votre baromètre mensuel. Beaucoup d'enseignements à tirer, notamment concernant la droite et le président de la République. Une synthèse signée Sandra Cerquera. Malgré l'espace médiatique qu'il occupe et une progression des intentions de vote depuis juillet, Éric Zemmour est en bas du classement du dernier sondage Odoxa. 59% des sondés déclarent éprouver du rejet à son égard, soit près de 2/3 des Français. Davantage que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Autre enseignement de ce sondage, à 6 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron reste apprécié et soutenu par 42% des Français qui voient en lui un bon président. Selon l'Institut, c'est même un score de popularité meilleur que ceux de ses 2 derniers prédécesseurs à la même époque. À droite, Xavier Bertrand confirme sa place de favori, choisi par 60% des sympathisants LR. Il est préféré à Valérie Pécresse, qui recueille 42% d'opinions favorables, et devient plus populaire que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À droite toujours, Michel Barnier, l'ancien négociateur du Brexit, candidat à l'investiture à droite, progresse. Avec 46% de popularité, il arrive en 6e position. Enfin à gauche, Jean-Luc Mélenchon gagne 11 points depuis juillet et Anne Hidalgo 9 points auprès des sympathisants de gauche. Bon, évidemment, on va analyser ce score concernant Éric Zemmour dans un instant, mais je voudrais démarrer par la droite, par le parti LR, Gaël Slimane. Un candidat, je vais reprendre les chiffres, on vient de... on va les voir... on va les voir, pardon. Je suis en train de réfléchir tout le temps avec Jonathan Dupriez, parce que j'ai vu ces baskets qui apparaissaient là, voilà. Et donc, Jonathan, c'est le bon moment, en fait, parce que si moi, je donne les résultats avant que vous les donniez, ça ne va pas le faire. Ça provoque quand même beaucoup de réactions chez LR, cette prime ou en tout cas cette avance prise par Xavier Bertrand. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Et surtout chez les partisans de Xavier Bertrand qui évidemment y voient en tout cas la bonne dynamique de leur champion comme une aubaine sur laquelle il faut capitaliser. Notre baromètre Odoxa Dentsu Consulting publié aujourd'hui montre d'ailleurs cette bonne dynamique et que Xavier Bertrand creuse l'écart sur les autres prétendants à droite. Évidemment, il est testé hors Rassemblement national. Alors si l'on s'attarde sur le panel, prenant en compte l'ensemble des Français, près d'un sondé sur 2, soit 49% des personnes qui ont répondu à l'enquête, désignent Xavier Bertrand comme la personnalité de droite dont il se sent le plus proche. C'est 7 points de plus que sa principale rivale Valérie Pécresse. Alors ça, c'est pour le global. Auprès des sympathisants de droite maintenant. Eh bien là, le président de la région Hauts-de-France, pourtant en marge du parti Les Républicains, il conforte un petit peu plus son statut de favori. Il est même plébiscité par 57% des sondés, vous le voyez, contre 38% pour Valérie Pécresse, son homologue en Ile-de-France. Alors ces très bons indicateurs donnent des ailes au camp Bertrand, dont les soutiens pressent pour que les autres candidats déclarés se rangent d'ores et déjà derrière lui avant le congrès du 4 décembre, avant qu'il y ait l'investiture officielle du candidat. Écoutez ces porte-paroles au micro de Sandra Cerquera. Plus tôt on pourra réellement partir en campagne tous unis,
tous unis, mieux ce sera. C'est évident. Mais la balle est dans le camp des Républicains. Ils ont un calendrier. Veulent-ils l'accélérer? On peut toujours accélérer les choses. Le congrès doit être un congrès de rassemblement et non pas un congrès d'affrontement. Et moi, j'ai vraiment bon espoir que l'ensemble des personnalités qui composent notre famille politique, eh bien, tous se responsabilisent et tous considèrent qu'il faut se ranger derrière le candidat qui sera le mieux placé. Aujourd'hui, incontestablement, c'est Xavier Bertrand. Voilà Thomas, donc vous l'avez entendu, hein, l'idée est bien d'entrer le plus vite possible dans une campagne où pour le moment les Républicains apparaissent un peu empêtrés dans leur recherche du candidat idéal. Alors il y a des bisbilles autour du calendrier, est-ce que ça risque d'aggraver des divisions internes au sein des LR? Oui, en tout cas on a déjà l'impression que la situation est en train de s'envenimer au sein de LR face au coup de boutoir du clan Bertrand. Michel Barnier, qui lui aussi est un candidat qui a une bonne dynamique sondagière, eh bien le camp Barnier a lancé une contre-offensive, hein, c'était le Figaro qui a publié cette lettre adressée à Christian Jacob où l'ancien négociateur en chef du Brexit demande au patron de LR d'acter, je le cite, la date du 4 décembre, comme si ça n'allait pas de soi, et d'organiser sans délai, dit-il, un grand débat entre tous les candidats déclarés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces questions, elles vont créer du débat au sein de LR et peut-être dès ce soir au comité stratégique. Rude Vaugirard, merci beaucoup, merci d'être venu détailler, Jonathan, ces chiffres. Gaël Slimane, je ne vais pas vous demander de recommenter les chiffres. Ah ben non, j'ai plus rien à dire. En fait, vous êtes hyper important dans l'histoire d'LR. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est votre travail qui est en train de faire monter le... Je ne dis pas que l'opinion n'est pas derrière, mais est en train de faire monter la légitimité du candidat naturel, quoi. Oui, vous avez raison. Et bien une vraie responsabilité. Ouais, non, mais c'est trop, c'est pas raisonnable. C'est-à-dire que on a le sentiment que on va avoir un candidat désigné par les sondages avec, alors c'est moi qui suis sondeur qui le dit et qui le déplore, avec des sondages qui s'auto-alimentent sans volonté de manipuler. Mais c'est un fait que si vous avez un petit ascendant, vous savez, il y a des fables qui existent comme ça. Vous avez aujourd'hui Xavier Bertrand a un petit ascendant sur Valérie Pécresse dans les intentions de vote à la présidentielle. Il espérait creuser l'écart pendant l'été. Il n'y est pas parvenu. Quand vous regardez les différents instituts, leurs intentions de vote, il y a toujours, quand c'est l'hypothèse Bertrand, un avantage sur l'hypothèse Pécresse, mais ça joue 1 point, 2 points. C'est pas énorme, c'est pas déterminant. Et on sait très bien qu'il y a des sondages à 7 mois d'une élection. Ça ne dit rien des chances d'un candidat. Or, ce sondage du jour où on demande aux gens qui ils préfèrent entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, on a d'autres questions qui nous montrent qu'en partie, les sympathisants de droite disent, comme j'ai vu dans les sondages, entre parenthèses, dans les sondages, que Xavier Bertrand avait plus de chances que Valérie Pécresse, parce qu'il était un peu devant dans les intentions de vote, ça vient s'auto-alimenter. Moi, ce que j'observe, c'est que dans des situations, en réalité, où on les teste séparément, comme sur la cote d'adhésion, Xavier Bertrand est préféré, il a un niveau de cote d'adhésion un peu supérieur, mais Valérie Pécresse n'est pas loin. Donc il y a aujourd'hui deux candidats qui aurait l'assentiment qui séduirait l'électorat de droite. Il y en a un qui est un peu devant l'autre. Et effectivement, ce n'est sans doute pas le rôle des sondages de déterminer lequel des deux est le meilleur, parce qu'ils sont tous les deux connus et très appréciés par leur base sympathisante ou d'électeurs. Moi, je pense que les militants doivent faire leur choix en fonction de leurs convictions, des projets de l'un et l'autre, sans spéculer sur lequel sera le meilleur. Julia Mouzon, on imagine mal Valérie Pécresse ou même Michel Barnier céder facilement. C'est pas la tonalité du moment. Non, c'est pas du tout la tonalité du moment. Ça donne vraiment le sentiment que tous les candidats déclarés aujourd'hui iront jusqu'au congrès du 4 décembre. Congrès choisi d'ailleurs par rapport à une primaire. On l'a vu, les primaires divisent. Les primaires nécessitent après une réconciliation. Un congrès, c'est un moment qui permet davantage de se retrouver. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le congrès a été préféré à la primaire qui est plus clivante. Et non, on ne sent pas aujourd'hui cette logique-là. Après, Xavier Bertrand, c'est vraiment, pour rebondir sur ce que disait Gaël Slimane, Xavier Bertrand est vraiment le candidat de la France des territoires. Et il s'inscrit pleinement dans cette stratégie politique, on pourrait dire, post-Gilets jaunes, avec une présence à la fête du haricot à Soissons, avec des échanges avec les maires, avec cette recherche de localité et de proximité qui est très forte dans les attentes des Français. Et qui peut manquer à Valérie Pécresse. Et qui manque davantage à Valérie l'image Pécresse. De la présidente de région ou même à Michel Barnier. Alors, qui manque davantage à Valérie Pécresse, présidente d'une région très urbaine, mais dont on voit dans l'exemple extrême d'Anne Hidalgo qu'elle n'est pas représentative de la France en général, et qui manque aussi à Michel
Michel Barnier, ex-négociateur en chef du Brexit. Et dans la vague du Covid, puis des confinements, Xavier Bertrand, il est sur le terrain de la réindustrialisation, du lien économique local, de cette force des territoires. Je trouve que c'est une stratégie qui est payante. On voit d'ailleurs qu'il est passé en cote d'adhésion au-dessus d'Édouard Philippe, qui lui a fait une belle chute depuis auprès des sympathisants de droite. Auprès des sympathisants de droite, tout à fait. Édouard Philippe, qui est maire du Havre, mais qui a une avantage, qui a une image qui est davantage régalienne, avec une image d'ancien Premier ministre qui, quelque part, occulte aujourd'hui sa proximité. Alors, pardon, je vais citer le sondage d'un autre institut, c'est Harris Interactive, parce qu'il vient de sortir, il nous donne un Emmanuel Macron entre 23 et 26, une Marine Le Pen à 16, un Xavier Bertrand à 14. Voilà pourquoi je voulais citer. Ensuite, Éric Zemmour, on va en parler dans un instant, est à 13, comme Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo à 7, Yannick Jadot à 6. C'était évidemment avant le résultat de la primaire Europe Écologie Les Verts. Pierre Jacquemin, moi, ce que j'entends en disant, je l'ai fait parce que on est tellement dans la marge d'erreur, entre une Marine LePen à 16, un Xavier Bertrand à 14. Valérie Pécresse. Alors moi, j'ai pas Valérie Pécresse. Ils l'ont dit. Elle doit pas être très loin. Peut-être que c'est dans un autre. Mais je reviens à cette question de la responsabilité et de la République des sondages. C'est pas la première fois qu'on en parle. À chaque présidentielle, ça ressort, mais c'est une vraie question. Je vais être obligé de devancer le débat d'après, celui d'Éric Zemmour. Moi, on peut le lancer. Hein. Je trouve qu'il y a une responsabilité, certes, des médias qui ont participé, certes, des hommes et des femmes politiques qui abondent dans les idéologies proches de l'extrême droite, de droite et de gauche, évidemment, mais il y a aussi une responsabilité des sondeurs. Pourquoi tester quelqu'un qui n'est pas candidat ? Pourquoi tester quelqu'un qui n'apparaît à l'écran que comme un polémiste ou comme un journaliste ou comme un éditorialiste ? Moi, ça me pose question et je pense que cet ensemble des trois, des médias, des sondeurs et des hommes politiques, participent de la légitimation d'un candidat comme Éric Zemmour. C'était aussi problématique de ne pas le considérer comme un candidat alors qu'il bénéficiait d'une émission d'une heure quotidienne. Si on est objectif et si on écoute à la lettre ce que nous dit Éric Zemmour, il nous dit « Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je suis là pour vendre un livre. » Nous avons tous j'ai participé, j'en porte une partie de la responsabilité, à débattre autour de la crédibilité d'un Éric Zemmour comme candidat à l'élection présidentielle. Sans doute, ça y participe quand on débat aussi avec lui, quand on est un responsable politique, même si, in fine, moi j'étais assez sceptique de l'opportunité de Jean-Luc Mélenchon d'aller faire ce débat. Je trouve qu'in fine, c'était un débat de plutôt bonne tenue et qui était intéressant. Mais quand même, la légitimation... fait la courte échelle quand même. La légitimation, sans doute, ils ont tous les deux des intérêts. Mais la légitimation... Soyons pas ils ont tous les deux des intérêts, évidemment. La légitimation, évidemment qu'ils ont intérêt, Jean-Luc Mélenchon, il a intérêt à ce que Éric Zemmour fasse baisser. C'est ce qui est en train de se passer. Le sondage que vous annoncez ce soir montre que Marine Le Pen baisse considérablement et que donc le ticket d'entrée pour le second tour va être très bas. Donc tous, de Jean-Luc Mélenchon à Valérie Pécresse en passant par Xavier Bertrand ou encore Marine Le Pen, qui l'espère, j'imagine, tous pensent qu'ils peuvent accéder au second tour, comme Jean-Luc Mélenchon en plus était à 600 000 voix près, proche d'accéder au second tour lors de la précédente élection présidentielle. Tout le monde y croit. Donc je crois que là, il y a effectivement une responsabilité générale. Elle n'est pas de dire c'est la faute des médias, c'est la faute des politiques. Non, je pense qu'il y a une responsabilité partagée. Les sondeurs ont leur responsabilité. Je m'interroge toujours. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui passe dans la tête des sondeurs pour tester quelqu'un qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, qui n'est que pour l'instant un journaliste. Gaël, vous pouvez répondre. Oui, évidemment, c'est passionnant. Simplement parce que dans ce cas-là, il ne faut pas faire de sondage. À partir du moment où, dans les intentions de vote, on ne teste aucune personne qui soit candidate, quasiment. Dans les intentions de vote que autant vous m'avez entendu. Vous testiez Anne Hidalgo quand elle n'était pas candidate, c'était tout à fait légitime parce qu'on voyait bien que le Parti socialiste, il avait une candidate qui était posée. Éric Zemmour n'est pas un homme politique, c'est un éditorialiste. Vous testez Pierre Jacquemin pour la gauche. Pardon, mais c'est un jeu de dupe de dire qu'il se prépare pas à la présidentielle. Donc moi, ça me semble assez cohérent. Je veux bien à la fois de le comptabiliser. Je reviens sur la décision du CSA, pardon Gaël, et de le tester dans les sondages. Et je dis ça tout en reconnaissant qu'il y a une forme d'hystérie médiatique autour du personnage et qu'on connaît très bien avec Laetitia la mécanique. On continue de faire du Zemmour parce que les Zemmour, ça marche, ça fait de l'audience, pardon, mais c'est aussi une des raisons de la mécanique médiatique. Alors peut-être deux choses. Dans les intentions de vote, puisque c'est de ces sondages-là dont vous parlez, mais dans le baromètre politique, vous verrez que c'est intéressant d'avoir, ça vous intéresse sûrement, de voir le niveau de popularité et de rejet d'Éric Zemmour. Il faut bien un sondage pour apporter cette info. Mais dans les intentions de vote, il y a très peu de candidats que nous testions à 1 an ou à 7 mois d'une élection qui ont déjà dit qu'ils seraient candidats. Vous en avez 2 ou 3, la plupart, ou 3 ou 4, je ne sais pas, la plupart, y compris Emmanuel Macron. Il n'est pas candidat, il est pourtant testé. Alors ensuite, votre question, c'est qui fait-on entrer
à partir du moment où une personne n'est pas dans le champ politique théoriquement, pourquoi la fait-on rentrer ? On la fait rentrer parce que son entourage, ses amis, tout le monde dit qu'il est en campagne, que vous avez des affiches dans Paris avec Monsieur Z, que tous les médias disent « et si c'était lui, et si Zemmour se présentait ?» et qu'à un moment donné, la question se pose de savoir ce qu'il ferait en termes d'intention de vote. Donc, d'ailleurs, nous, à Odoxa, on l'a testé extrêmement tard, on l'a testé qu'à partir de septembre. J'allais vous dire, c'était pas très honnête, là, ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il a été testé très tôt, Éric Zemmour, très tôt. Ouais, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Non, mais je vous moi, j'ai jamais testé du Zemmour, si j'ose dire, du produit Zemmour en intention de vote. Le produit Zemmour a été testé très tôt, parce que vous avez raison, Thomas, ça excite le landerneau politico-médiatique. Alors, en popularité... C'est le scénario Baron Noir, série qui n'a pas été vue par tout le monde, mais qui a été vue par tout le milieu journalistique et politique, et même c'est l'Élysée qui, à l'époque de Baron Noir, faisait sortir cette rumeur qu'un Baron Noir allait arriver pour 2022. Enfin, on en est là, c'est hystérique, vous avez tout à fait raison, et la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. Et peut-être on peut s'appuyer sur le baromètre. Alors justement, on va parler du baromètre, mais je réponds à votre question. Nous avons testé Éric Zemmour en cette rentrée à un moment où, même y compris le CSA, dit c'est un homme politique, il est candidat, donc il est logique de le tester. Et moi, je pense que le CSA a eu raison. Et je pense que c'est une évidence. Je pense aussi qu'il a eu raison, bien évidemment. S'agissant d'Éric Zemmour, il y a deux choses. Je l'ai évoqué pour Sandrine Rousseau tout à l'heure. Et là, les sondages, autant je les critique, les sondages, leur rôle sur la droite et le fait de dire tiens, regardons les sondages pour choisir notre candidat, ça me semble n'avoir aucun sens, ne pas être la fonction de ce que nous faisons, ne pas être l'objet des sondages. Autant là, dans le baromètre politique, à un moment donné, on remet, Éric Zemmour dirait sans doute l'église au milieu du village, parce que on a un Éric Zemmour que l'on mesure précisément en termes d'adhésion et de rejet. Bien sûr, il fait le buzz médiatiquement. Dentsu Consulting, sur l'analyse des réseaux sociaux, nous disent c'est la personnalité politique. Il a tout écrasé, c'est fou. Il n'y a que le président de la République qui a été plus visible que lui dans la période récente, et y compris dans la période que vous évoquiez avant cet été, par exemple. On n'a vu que lui. Bien sûr, il perce dans les intentions de vote. Dans nos dernières intentions de vote, il était entre 10 et 11. Elle est récente, elle date de la semaine dernière. Mais Éric Zemmour, c'est quelqu'un d'ultra clivant, comme on dit en termes de sondage. Parfois, quand on parle à des journalistes, les gens se disent « Ah, mais Zemmour, ça marche très bien, les gens l'adorent. » Mais pas du tout. Vous avez 59% des Français qui déclarent ressentir avant tout du rejet à son égard. C'est un terme très fort en sondage qu'on emploie très rarement. Sur notre palmarès du rejet, il n'y a guère que... Et encore, il n'a pas atteint ce niveau. Il n'y a guère que Jean-Luc Mélenchon, au plus fort des scandales qu'il avait pu avoir en disant « Je suis la République » ou Marine Le Pen, qui est approché de pareil niveau. Et donc vous avez la dernière présidentielle, ils ont fait des scores tout à fait honorables, mais c'est malgré les déclarations. Mais c'est ce que je vous dis, non, mais c'est pas malgré. Vous avez des personnalités clivantes. Ça signifie que les 19% de personnes qui disent avoir de la sympathie pour Zemmour franchissent le cap, puisque ça transforme ça en 11% d'intention de vote. Quand vous vous souvenez Sarkozy, vous l'aimez ou vous le détestez. Parlez de la France. Vous l'aimez ou vous... Et bien là, Zemmour, c'est pareil. Soit on l'apprécie, on le tolère, on le supporte, à tous les sens du terme, et dans ce cas-là, on va jusqu'à peut-être voter pour lui. Soit, ce qui est le cas de l'immense majorité des Français, on le rejette, bien plus qu'on ne rejette Marine Le Pen. Vous êtes sondeur, donc vous estimez que les Français vous disent la vérité quand vous les sondez. Or, ils peuvent tout très bien vous dire autre chose et faire. Vous savez, écoutez, regardez les régionales. On va pas refaire. On n'a pas fait de sondage d'intention de vote sur les régionales. C'est pas uniquement sur le travail des sondeurs, parce que ce qui est intéressant quand même, moi, effectivement, c'est d'avoir une cote de rejet aussi élevée. Vous nous dites, c'est quasiment inédit. Ouais, c'est inédit. Aujourd'hui, dans les personnalités que vous testez, c'est la personnalité politique la plus rejetée. Julia Mouzon, on vous a pas encore entendu sur Éric Zemmour, ce phénomène médiatique, politique. Ouais, alors pour boucler du coup sur cette partie rôle des sondeurs, effectivement, les sondages sont une prophétie autoréalisatrice. Voilà, comment l'éviter aujourd'hui, je ne sais pas. Mais par contre, cette deuxième rangée de questions sur ces cotes de rejet, d'appréciation sont intéressantes parce que ce n'est pas celles qui font justement l'élection et le sondage. Là où peut-être le fait de se dire que Xavier Bertrand est au-dessus de Valérie Pécresse, ça peut influencer des électeurs. Les cotes de rejet, cotes d'appréciation, c'est des choses qui sont plus subtiles et qui nous permettent d'aller plus en profondeur. Sur les scores d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est la star des médias, mais c'est pas la star des Français.
C'est un personnage qui est donc très clivant, c'est un candidat qui est déconnecté du terrain, qui ne se prononce pas sur les grands sujets de société que sont par exemple l'écologie, qui va être sur des questions sémantiques, aller sur le sujet des prénoms, en passant à côté des thèmes qui font quand même aujourd'hui une très grande partie de l'actualité politique française. Donc on voit un candidat qui est effectivement porté par une dynamique médiatique, qui vient d'arriver aussi d'une certaine façon dans cet espace médiatique en tant que candidat, là où on ne l'attendait pas du tout. Il y a, voilà, en tout cas, oui, mais c'est pour ça qu'il ne va pas sur l'écologie. Il n'a aucun intérêt à aller sur des sujets qu'il ne maîtrise pas tant qu'il n'est pas candidat. Bon, en tout cas, il est porté par les médias aujourd'hui, une position qu'on ne pouvait pas forcément, en tout cas une position de candidature à venir qu'on n'attendait pas forcément il y a un an de cet éditorialiste. Donc une candidature qui est très portée par les médias, qui est très clivante, qui donc fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux, c'est le lieu par excellence de l'engagement, donc tout ce qui crée de l'engagement à la fois, que ce soit un like sur Twitter ou un commentaire pour démonter quelqu'un sur Twitter, ça va créer davantage d'engagement. Donc un candidat qui est très présent sur cet espace médiatique, mais qu'on ne retrouve pas effectivement dans une dynamique convaincante, en tout cas aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Allez, un dernier thème, il nous reste environ 5 minutes dans ce premier débat, autour du chef de l'État. Je reviens à votre baromètre, Gaël. Le chef de l'État, la question c'est, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République? Voilà précisément la question. Il est en hausse de 3,42%. Vous testez aussi son Premier ministre Jean Castex à 40%, hausse de 2 points. Alors un peu d'histoire. C'est ça qui est intéressant. Voilà, à 7 mois d'une présidentielle. Voilà, c'est ça qui est intéressant parce qu'après tout, 42, 35. Ce qui est intéressant, c'est peut-être 2 choses s'agissant d'Emmanuel Macron. C'est de voir que c'est un président qui globalement a basculé dans l'impopularité assez rapidement. Il est parti d'assez haut, mais d'un peu moins haut que ses prédécesseurs. Et quand on regarde la courbe qu'on a sur Internet du baromètre politique, on voit qu'il a basculé dans une impopularité. Il est tombé très bas, autour des 30%. Vous aviez 7 Français sur 10 qui avaient une mauvaise opinion de lui. Il a conservé des traits d'image, quand on le teste de manière plus fine, plus détaillée, très négatifs sur l'idée du président des riches, notamment. En revanche, finalement, en sortie de crise de Covid, à 7 mois de la présidentielle, 42% de Français estimant que c'est un bon président. C'est-à-dire que 58% estiment que c'est un mauvais président. Hein. Donc on est quand même dans un personnage qui suscite plus d'impopularité que de popularité. Mais 42%, c'est mieux que ses prédécesseurs à pareille époque, assez nettement. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que François Hollande sur le même baromètre à pareille distance de l'élection. Donc il s'en sort pas mal, Emmanuel Macron. Et lui, pour le moment, on verra ce que tout ça... Pour le moment, tout ce qu'on raconte là sur Zemmour, les intentions de vote, le niveau des uns et des autres, il se frotte les mains. Parce que s'il y a bien un gagnant pour le moment, de cette situation, c'est bien lui qui, alors qu'une majorité de Français a quand même une mauvaise opinion de lui, il est numéro 1 dans les intentions de vote pour le moment au premier tour, et il est donné gagnant dans toutes les hypothèses plausibles de second tour pour le moment. Donc, comme on dit, jusqu'ici, tout va bien pour Emmanuel Macron. Ouais. C'est une popularité paradoxale. J'imagine que vous avez ça en tête, Pierre-Jacques. Oui, il y a un paradoxe. Après, il y a une réalité. C'est vrai que Emmanuel Macron a traversé un quinquennat qu'aucun autre président de la République a traversé. Alors certes, d'autres ont vécu d'autres drames, comme le quinquennat précédent avec les attentats dramatiques. Et Emmanuel Macron traverse une crise sanitaire mondiale. Et certes, il y a eu aussi un mauvais démarrage avec toute la polémique qui a existé sur la question des masques, puis après des tests, puis après des vaccins. Mais globalement, je pense, au doigt mouillé, pardon, je ne suis pas sondeur, mais que les Français sont plutôt satisfaits. On voit qu'aujourd'hui, près de 70% de la population française est vaccinée, que les hôpitaux commencent à être désaturés, ou en tout cas commencent à aller mieux et à respirer davantage, même si je sais que les personnels sont encore beaucoup en souffrance. Donc sans doute, ça participe de cette cote de popularité. Oui, le sentiment d'un État protecteur incarné par le chef de l'État protecteur. Parce que j'entends aussi ce discours de la gauche aurait fait la même chose, c'est donc une politique de gauche qui l'a menée, j'entends la droite raconter tout ça. Il ne faut pas être non plus se tromper de lecture. Emmanuel Macron a fait certes le quoi qu'il en coûte, mais il a fait un quoi qu'il en coûte libéral, le libéralisme au sens où l'État se met à la disposition des entreprises. Je ne crois pas que les Français aient trouvé que pendant cette période, ils aient mieux vécu, ils aient pu se loger plus facilement, ils aient mieux mangé, etc. Donc, à la disposition des entreprises et de l'emploi, Pierre-Jacques Mas, parce que toutes les mesures de chômage partiel, ça a quand même permis... Il n'y a pas eu de vague de faillite comme on le craignait. C'est pour ça que je dis que c'est le quoi qu'il en coûte libéral, parce que c'est l'État qui se met à la disposition des entreprises.
pour maintenir et de leurs l'emploi. salariés. Et de leurs salariés. Certes, Moi, mais j'oublie vous jamais savez ça. ce qui se passe dans 3 mois, à la fin du quoi qu'il en coûte, si les entreprises sont en capacité de rembourser les emprunts, si elles sont en capacité de maintenir les emplois, qu'est-ce qu'il a prévu Emmanuel Macron là-dessus? Donc là-dessus, je pense que les Français vont attendre des propositions et des solutions par Emmanuel Macron. Mais vous avez raison, les cotes de popularité me paraissent certes paradoxales, mais assez légitimes eu égard à la gestion de la crise, même s'il y a évidemment beaucoup à en dire, et je pense que les Français en ont à en dire. Ouais. Un dernier mot, peut-être, Laetitia. En fait, moi, ce que je retiens de cette analyse qui est passionnante, c'est que, évidemment, le chef de l'État, le président de la République, son intérêt, c'est de rentrer en campagne le plus tard possible, de garder cette cape. Voilà, un peu, c'est pas une cape de visibilité, c'est une cape de protection, en quelque sorte. Oui, évidemment, de laisser les autres s'écharper, de voir un peu aussi le fait de rentrer très tard en campagne, c'est de voir où sont ses forces, ses faiblesses et où comment il doit orienter sa stratégie. Donc, évidemment, il n'a aucun intérêt à rentrer dans l'arène tout de suite. Et d'ailleurs, aucun intérêt à débattre avec quiconque. Ça, l'Élysée le repousse d'un revers de main et ce sera vraiment au tout dernier moment. Et bien sûr que son bilan sera manifestement fondamental. Vous avez raison, ce qu'il a fait sera peut-être plus important que ce qu'il est et ce qu'il donne, en tout cas, comme sentiment aux Français. On verra, je ne sais pas, devant l'urne, on gagne rarement une présidentielle sur son bilan. Mais on verra bien. Voilà, exactement. On verra bien. À suivre, il y aura d'autres débats et d'autres baromètres. Vous serez évidemment le bienvenu, Gaël Slimane, ou Céline Braque, qui est votre adjointe et qui est elle aussi brillante. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.